grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes lundi 13 avril 2015. Bienvenue donc à cette émission, une émission qui réfléchit aujourd'hui sur le blocage encore sur le préaccord, le paraphe donc de la CEMA, la coordination des mouvements armés de l'Azawad, qui se fait toujours attendre par rapport à cet accord de paix qui sera probablement signé, paraphé donc le 15 avril, comme l'a signalé la médiation. Alors pour cela, nous avons comme invité Boubacar Touré, qui n'est pas encore dans ce studio. Il est du RPM, parti de la majorité présidentielle, du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous aurons Ataï Ag Mohamed, qui représentera la voix de la CEMA dans ce débat, et la plateforme sera représentée par Sidi El Mehdi Ag Albaka, membre donc du Gatia. Alors merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Nouhoumdire est à la technique. Selon le chargé à la communication du MNLA et membre également de la coordination ne veut pas parapher l'accord de paix donc d'Alger en l'état actuel, à la date indiquée, contrairement à ce qu'avait indiqué donc la médiation. De grandes incertitudes planent donc sur le paraphe le 15 avril prochain de la coordination des mouvements armés donc de l'Azawad. Alors nous avons en ligne Ataï Ag Mohamed, membre de la coordination. Ataï, on avait entendu que la coordination était prête à signer, et là la coordination recule. Qu'est-ce qui se passe au sein de la coordination pour ce double langage? D'abord, bonsoir tout le monde. D'abord, je rappelle que la coordination n'a pas fait de double langage. Il y a eu une incompréhension peut-être de lecture par rapport aux correspondances qui ont été au début lors de la dernière visite d'une mission de la CMA à Alger. Il y a une correspondance que l'on a adressée au chef de file de la médiation internationale, le ministre algérien des Affaires étrangères. Peut-être que la lettre a été mal interprétée. Nous avions brusquement reçu le 6 avril une autre lettre qui nous appellerait à venir le 15 à Alger pour un paraphe. Alors la CMA a juste réagi en fonction de ce qu'il a écrit dans sa lettre adressée au ministère. Et nous avions été invités comme tout le monde, et là nous avions réagi d'abord par courrier pour expliquer que peut-être qu'il y a une incompréhension. Ensuite nous avions communiqué pour rappeler que nous sommes toujours au stade des amendements. Alors, nous avons eu une réaction entre-temps que nous allons vous proposer donc d'écouter. Si la technique est prête, on y va. Je confirme que cette lettre de la médiation, c'est une lettre que la coordination a signée et envoyée à la médiation. Et dans cette lettre, il y a des points essentiels. Le premier, nous disons que la coordination des mouvements de l'Azawad est disponible à parapher les documents du 1er mars 2015. Deuxième point, nous disons que la coordination des mouvements de l'Azawad souhaite des consultations avec les partis en vue d'éclaircissement et d'explication d'un certain nombre de points la signature du document. Voilà la lettre que la coordination a signée et donnée à la médiation. Maintenant, c'est suite à cette lettre que la médiation a écrit pour convoquer les partis en vue du paraphe le 15 avril. Ce que certains cadres du MNLA ou ce que les MNLA disent, ce n'est pas ce qui m'engage et ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'avis concerté de la coordination d'ensemble du mouvement qui la compose. Chacun est engagé par ses propos et ce qu'il dit. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'enfin la CMA accepte de parapher l'accord d'Alger? Ce qui a changé, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions informelles, il y a eu beaucoup de contacts, il y a eu d'expressions de garanties à la mise en application de l'accord, il y a eu beaucoup d'ouverture. Alors, un autre représentant donc de la coordination, il était au micro de Sekou Gadigo. Alors, Ataï, sur comment comprendre alors ce qui vient d'être dit? Oui, je pense qu'il l'a expliqué. Il dit qu'il y a eu un changement. Si vous êtes disposé, ça veut dire que vous êtes prêt à parapher? Il y avait dans les discussions informelles un changement qui devrait apparaître dans la lettre qu'on a reçue. Ce sont les garanties par rapport à la prise en compte des amendements.
Maintenant, nous avions réagi en fonction du contenu de la lettre qui nous a été adressée par l'Algérie, par le chef de file de la médiation. Donc, il a dit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il a dit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il avait bien dit que c'est parce qu'il y avait eu un changement, parce qu'on avait espéré que la lettre va comporter les changements, va apporter les changements discutés à Alger. Pendant que tel n'a pas été le cas, alors nous avions d'abord répondu à la lettre avant de dire que nous ne serons pas là. Donc, quelque part, il l'a dit. Peut-être que lui, en quittant Alger, il a espéré que les changements étaient dans la lettre qui nous a été adressée par l'Algérie. D'accord, merci beaucoup Ataï. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors Sidi El Mehdi Ag Albaka, vous êtes de la plateforme. Dites-nous aujourd'hui comment faut-il comprendre cette réaction et cette dernière nouvelle, cette dernière nouveauté donc venue du côté de la SEMA. Merci une fois de plus pour nous avoir donné la parole. On va également remercier tous les auditeurs de Radio Tamani à travers le pays. Moi, je pense que je suis vraiment pas étonné. La CMA n'est pas son premier jeu de double visage, parce qu'il faudrait juste que la CMA accepte qu'elle n'a pas de responsable et elle ne peut assumer aucune décision. L'engagement que la CMA prend en Mauritanie est différent de celui qui est pris à Kidal. Celui qui est pris à Jobok est différent de celui qui est pris à Meneka. Cela nous laisse lire facilement que la CMA, dans sa généralité, n'a pas de décision. Sinon, pourquoi reconnaître l'intégrité territoriale du Mali depuis le Burkina Faso et causer encore des blocages pour la paix? Pour prouver une fois de plus que la CEMA est constituée des acteurs qui ne veulent pas de paix, qui ne veulent pas la tranquillité, et composée des acteurs qui ne pensent pas aux souffrances du peuple du Nord. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde cet accord, il a des points qui sont bons, il y a des points qui sont mauvais, et la CEMA, si elle se soucie réellement des populations du nord du Mali et du Mali de façon générale, elle n'a vraiment pas le droit de refuser de les parapher. Parce que si on dit juste de parapher, ce n'est pas encore un accord signé. Maintenant, pour son refus, ce que les gens ne savent pas, il y a des mains invisibles. Nous sommes des Kidal, nous savons réellement ce qui se passe. Quand je dis mains invisibles, je fais tout de suite au pouvoir que les islamistes ont sur les mouvements tels que les MNLA. Parce qu'on sait que, pour qui connaît bien la zone, les MNLA, c'est surtout le visage médiatique. Mais le visage militaire, ça a toujours été ACMI. Donc, quelque part, si on accepte de parapher et qu'il y aura un cantonnement et le désarmement, ça permettra à la communauté internationale de faire facilement la différence entre les combattants de mouvements armés et ceux qui sont... vous ne me coupez pas. Je ne vous ai pas coupé. Terminez là-dessus. Voilà, donc, il y a encore un intervenant. Voilà, donc ça permettra facilement à la communauté internationale de voir la différence entre les combattants du MNLA et les djihadistes qui aujourd'hui sont en train de faire la force de la CIMA. D'accord. Alors, nous allons donner la parole à Boubacar Touré, qui représente le RPM à cette émission. Boubacar Touré, l'annonce donc du paraf par la CEMA a été faite par le Premier ministre Modibo Keïta. Alors, annonce qui a subi donc toute cette actualité autour donc de l'envie ou bien de la volonté de la CEMA à signer le 15 avril. Comment est-ce que vous voyez ce dernier développement? Bon, avant de parler du dernier développement, je dis bonsoir aux auditeurs et auditrices connectés présentement sur le studio Tamani et autres radios en connexion avec le studio Tamani. Tel que vous avez posé la question, le Premier ministre ne peut que prendre une telle information sous l'angle positif. D'autant plus qu'à tous les jours qui passent, le Premier ministre, son gouvernement, ils ont à l'esprit des centaines de milliers d'enfants qui n'ont plus l'occasion d'aller à l'école parce que simplement, il y a cette situation d'insécurité catastrophe dans la partie septentrionale du Mali. Le Premier ministre, en l'annonçant, il voit la fin justement de cette catastrophe pour les femmes qui ont besoin de sécurité. Bref,
pour l'ensemble des communautés vivantes et qui ont vécu de façon séculaire en symbiose dans cette partie du Mali. Alors, tout le respect qu'on doit avoir pour la diplomatie et pour la bonne volonté de l'équipe de la médiation composée de diverses nations et complétée par les Nations Unies et les organisations africaines, quand alors de tels partenaires vous annoncent une information qui est un de vos objectifs, parce que l'objectif du Mali, c'est mettre fin et tout de suite à cette situation qui n'a que trop duré, qui ne fait que tous les jours des victimes, victimes dans tous les sens, au sens propre et au sens figuré. Donc le Premier ministre, en l'annonçant, était dans son rôle, parce qu'il tient l'information d'un partenaire crédible, qui ont consenti tous ces sacrifices justement pour rapidement qu'on mette fin à cette situation, en ouvrant une nouvelle perspective afin de parfaire le document qui n'est qu'une œuvre humaine. Alors, dans ces conditions, volte-face, telle que qualifiée par certains, reste incompréhensible. Parce que moi, j'étais heureux, surpris mais heureux, d'entendre qu'on retourne à la base pour prendre l'avis de la base. Mais quelle base? Quand les premiers coups de Kalachnikov ont été donnés, c'est des gens pensant, réfléchir et agir à la place des autres, ont posé ce acte sans référendum, sans se référer à une base. Aujourd'hui, parler de base, est-ce que ce n'était pas plutôt s'adresser à un sommet? Merci beaucoup, Boubacar Touré. Alors, nous allons passer la parole à Ataï Ag Mohamed. Ataï, juste une précision, hein, c'est le seul endroit où l'ensemble des protagonistes peuvent discuter en toute civilité. Alors, Ataï, aujourd'hui, nous allons donc vous permettre donc de réagir face aux propos et ensuite nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Bon, oui, moi d'abord, je pense que cette émission a été organisée pour discuter du blocage du fait qu'on n'y a pas de paraf pour les 15. Je ne sais pas si je sais pas que c'est un procès c'est un procès adressé au Ménala où c'est une façon de continuer à faire le même discours propagandiste de 2012-2013 pour confondre les Ménala. Alors c'est juste sur le paraf, hein? Ça ne se prend pas, c'est pas grave, ils vont le faire, mais ça ne changera rien, de toutes les façons, parce que le monde entier sait ce qui se passe actuellement sur le terrain aujourd'hui, et sait qui a chassé le Mali le 21 mai à Kidal, et sait qui fait quoi. C'est pas important. Et en complicité avec s'il vous plaît, Sidi. Vous n'avez pas chassé le Mali. S'il vous plaît, Sidi. Je ne suis pas d'accord que allez-y, Ataï. La parole. Allez-y. Je vous la donne, allez-y. Si vous m'invitez pour discuter d'un débat, allez-y. Vous avez la parole. Intellectuelle. Et aujourd'hui, il y a un dilemme, c'est qu'il ne faut pas confondre. On n'a pas démenti les propos du ministre des Affaires étrangères, on n'a pas démenti les propos du Premier ministre malien que l'on respecte beaucoup, on a juste dit que dans ce qu'on attendait de la lettre qui nous a été adressée par le ministre algérien des Affaires étrangères n'est pas ce qui est arrivé. Alors, c'est pourquoi nous avons passé 24 heures sans réagir. Entre-temps, il fallait d'abord réécrire au ministre algérien avant de communiquer. Donc c'était cela. C'est qu'on avait discuté des choses à Alger qui ne sont pas apparues dans la lettre, d'où notre réaction. C'est tout. Alors Ataï, nous allons vous demander tout juste de nous donner une précision. Est-ce que la coordination sera présente à Alger pour le paraf le 15 avril? Écoutez, la coordination n'a qu'un seul mot. Son mot d'ordre actuel est que tant qu'il n'y a pas la prise en compte ou des garanties de prise en compte de nos amendements, il n'est pas question de paraffer. Et pour nous, au début, paraffer, c'est différent de signer. Mais considérant beaucoup de facteurs, dans la méthode où les paraf a été utilisé, dans la façon dont les autres paraffent le document, parce que si vous les regardez, il n'y a pas de paraf, il y a des signatures là-dessus. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles nous pensons que paraffé, surtout que la médiation dit que le document est inchangeable. Alors, paraffé, un document devient inflexible lorsqu'on le signe. Mais si on dit qu'il est inflexible avec les parafes, ça veut dire que c'est un accord clos. Alors, avant d'arriver à cet accord, nous allons passer à la pause et ensuite nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous.
Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Pour réagir à cette émission, chers auditeurs, vous pouvez le faire sur notre compte Twitter, notre page Facebook. Également, visiter notre site web pour nous écouter en direct, ou bien même réagir à cette émission. Alors, cette émission qui réfléchit sur le paraphe qui se fait toujours attendre du préaccord, paraphe de la CEMA, annoncé donc pour le 15 avril prochain par la médiation. Alors, nous avons trois invités pour cette émission. Nous allons voir avec nos invités les conséquences d'un futur blocage donc sur le processus de paix entamé depuis à Alger. Alors, Boubacar Touré, quelles peuvent être les conséquences d'un éventuel blocage de cet accord? Les conséquences, c'est accroître la souffrance de nos frères et sœurs en dehors du Mali, qui n'avaient autre que cette partie de terre du Mali pour vivre, pour croître, pour se développer. Et cette souffrance s'appellera l'aggravation de l'ignorance par absence d'école, par absence de centre de santé, par absence de développement, qui est souvent dans les débats comme l'une des raisons de la révolte. À cette phase, nous devrions, comme le disait Ataï tout de suite, avoir un débat intellectuel, comme lui-même il l'a souligné. Mais quand il parle des chassés du Mali, le mot est tellement péjoratif que le mot n'a pas sa place, surtout venant de quelqu'un qui veut un débat intellectuel. Passons ce cap, Boubacar. Chaque étape a besoin de sa réaction, parce qu'il l'a glissé entre autres. Donc la réponse glissée entre autres ne doit pas être gênante. Alors, les conséquences, s'il y a blocage, mais pourquoi peut-il y avoir blocage quand des Maliens, en son temps, ont signé l'accord de Ouagadougou, qui préserve l'intégrité territoriale, la souveraineté, la laïcité, la République, et c'est cet accord qui a balisé le terrain qui nous a conduit aujourd'hui au fameux accord paraphé, il y a des tergiversations là-dessus. Quels sont les points de divergence? Tergiversation, si alors on signe l'accord de Ouagadougou, on est d'accord sur les 3-4 aspects, l'intégrité territoriale, la souveraineté, la République, la laïcité. Est-ce que dans un système organisé, républicain, démocratique, c'est au bout des canons, dans une négociation, qu'on va baptiser 3 régions? De l'indépendance à aujourd'hui, avant l'indépendance, tous les empires que le pays a connus, Tombouctou a son appellation classique connue, Gao a son appellation classique connue, Kidal a son appellation classique connue. Alors, exiger dans les amendements, parce qu'il a été clair et précis, tant que leur amendement, ou du moins les nouveaux points soulignés par eux, n'étaient pas pris en charge ou qu'il y ait des garanties pour leur prise en charge, il n'est pas question qu'ils paraphent. C'est clair et net qu'il y a de la diversion, il n'y a pas la volonté et on ne pense pas à ceux-là qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des leaders sont à l'abri du minimum. D'accord. Alors, Boubacar Touré, merci beaucoup pour ces précisions. Sidi Mehdi Ag Albaka, vous êtes de la plateforme. Aujourd'hui, si on vous demandait de taire vos revendications et d'aller très vite vers ce processus de paix, quel serait le message que vous allez lancer aux membres de la coordination? Je précise que nous n'avons jamais cessé d'aller vers la paix, nous n'avons jamais cessé de prôner la paix, mais dans un Mali un et indivisible, que nous ne viennent pas nous imposer des rêves, rêver sur un autre continent. Maintenant, ce que la CMA doit comprendre, c'est que ils ne peuvent absolument pas être d'une autre nationalité qui n'est pas la nationalité malienne. Même après 1001 ans, il ne peut pas y avoir un autre pays différent du Mali. Donc on doit tout de suite se donner la main pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est redonner le sourire aux populations du Nord et surtout arrêter de sacrifier ces générations à Kidal,
où la CMA a sa base, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait 4 ans que les enfants ne vont plus à l'école. Et aujourd'hui, l'intellectuel qui nous parle, il sait que même les gens qui ont le niveau ont des problèmes pour être insérés dans la vie, et ceux qui n'ont pas le niveau, qu'est-ce qu'on va en faire demain? Donc il est vraiment temps de taire ces revendications insensées et de se donner la main et sortir notre pays de la crise. Alors, Ataï, vous avez donc la parole pour nous évoquer un peu les conséquences d'un nouveau blocage à la fois sur la population civile et également sur vos hommes de troupes qui sont dans le désert avec cette chaleur, si je peux me permettre. Écoutez, je pense que lorsqu'on parle d'indifférent, il ne faut pas surtout penser qu'avec, parfois, lorsque ça nous arrange, il faut passer à l'émotionnel, au social, pendant qu'on n'en a pas parlé pendant 50 ans. Et que ces populations n'ont pas commencé à souffrir seulement à partir de 2012. Elles ont toujours souffert. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes populations qui ne sont plus prêtes à aller vers un accord bâclé dans lequel elles ne se retrouvent pas. C'est cela les faits. Et c'est ces mêmes populations aujourd'hui, si les mouvements de la Zawad tiennent debout et continuent de lutter et réussissent, c'est parce que les mouvements ont le soutien de ces populations-là. Maintenant, c'est vrai aujourd'hui que même au Mali où il y a la paix, je dirais la zone sous contrôle de l'État malien où il y a la paix, il y a encore de graves insuffisances en termes de soutien aux populations, de vie sociale, de vie économique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est vrai que c'est important, mais aujourd'hui, il faut d'abord garantir aux gens une vraie paix, une paix durable. Et nous ne la bloquons pas la paix. Ce qu'il y a, c'est que nous avons signé l'accord de Ouagadougou, qui dit bien sûr les 3 principes, bien sûr, cités jusqu'à l'ivresse. Cependant, nous disons ce que nous proposons comme projet politique de paix n'est pas contraire à ces principes-là. Et on en a vu des cas partout dans le monde. Ce que nous proposons ne viole pas l'intégrité du Mali, il ne viole pas les principes que l'on ne cesse de citer. Ensuite, c'est même les moyens de vraiment garantir la paix. Et une paix qui concilie les vrais partis. C'est cela que l'on veut. Aujourd'hui, cette paix-là, imaginez tout de suite que la CEMA, qui est un belligérant important, n'est pas encore concilié avec le gouvernement du Mali. Et je pense qu'une médiation en premier lieu, c'est cela qu'elle doit faire. Ensuite, pour ce qui est des conséquences, mais, écoutez, nous pensons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une réaction. C'est que nous, on sait ce qu'on est en train de faire. Et le monde comprend bien ce qu'on est en train de faire. On n'est pas dans un blocage. On a proposé des amendements qui paraissent cohérents pour certains. Pour certains, non, c'est normal parce que c'est une large médiation, ce sont des partis. Cependant, ce sont des négociations et ça continue. Et nous avons dit que nous sommes disponibles pour tout ce qui est de discussion afin de trouver un compromis qui concilie les partis, qui installe les vraies bases d'une paix durable pour toutes les populations sans distinction. Alors, Ataï, vous estimez être frustré parce que il n'y a pas certaines de vos revendications dans ce préaccord-là. Est-ce que vous êtes conscient du consensus et des concessions qui sont à l'actif aujourd'hui du gouvernement malien de son côté? Il y a plusieurs chapitres qui ont été annulés. Est-ce que vous êtes conscient donc de cet avantage-là? Est-ce que vous êtes conscient, et le gouvernement du Mali, et vous en personne, est-ce que vous êtes conscient des concessions réalisées? Et nous, nos concessions, on peut encore les retenir, on peut encore y être, mais on a fait des concessions énormes. De 2013 à aujourd'hui, nous avions réalisé d'énormes concessions. Et nous avons respecté des cessez-le-feu, nous avons signé le moment où nous pouvons faire des choses plus graves que ce qui s'est passé en 2014, mais nous sommes restés sur des concessions. Nous avions prôné la paix et nous avions mené des actions dans le sens de faire des concessions afin que tout le monde puisse se retrouver. C'est cela, nous aussi, il ne faut pas oublier les concessions que l'on fait. Et aujourd'hui, je pense que si jusqu'à l'instant la dernière communication la plus importante, c'est celle du Conseil de sécurité de l'ONU, et vous l'avez bien dit, le Conseil de sécurité aussi est conscient du fait que dans cet accord-là, il n'y a pas un cadre il n'y a pas une prévision d'un cadre plus consensuel dans son aboutissement, même si quelque part, nous l'avions dit, hein, cet accord-là a des éléments qui sont bons. Mais quelque part, celui qui prend la peine de le lire en profondeur saura que même dans ces articles, il y a parfois des contradictions. Dans son agenda, il y a parfois des grandes difficultés de blocage qui peuvent nous conduire à des conséquences plus graves.
C'est cela que nous disons. Ensuite, aujourd'hui, ce conflit-là, il ne date pas de 2012. Il est plus vieux que le terrorisme. Il est plus vieux que ce que bon, c'est vrai, c'est la chanson. Et c'est dans nos acquis. Sidi, et qu'il n'a jamais cessé d'ailleurs. Sidi, C'est s'il pas vous grave. plaît. Ataï, terminez là-dessus. Sidi, s'il vous plaît. Oui, S'il vous plaît. Terminez là-dessus, Ataï. C'est bon. Alors, merci de rester toujours avec nous. Boubacar Touré, que veut aujourd'hui le gouvernement malien et qu'attend le gouvernement malien d'ici le 15, pour le rendez-vous du 15 avril Que Ataï s'adjoigne à nous. Que la coordination. Que Ataï s'adjoigne à nous. La coordination, Je vous en prie, laisse-moi évoluer. Voilà, que Ataï s'adjoigne à nous pour demander à nos frères qui pensent encore que le génie de l'homme malien n'est pas à la hauteur de l'événement imposé au peuple malien dans sa globalité. Que Ataï, dans les nouvelles doléances ou revendications... allons à la coordination. Non, mais je veux justement, vous dites qu'est-ce qu'on attend. La coordination. Ce qu'on attend de Ataï qui soit notre porte-parole auprès des autres camarades de la coordination, que les revendications essayant d'imposer l'appellation Azawad aux 3 régions du Mali, que les habitants de ces régions ont aussi également le droit de se prononcer sans Kalachnikov à la tempe. Que Gao, les populations de Gao, Peul, Bambara, Sonrai, toutes les ethnies du Mali y vivant à Tombouctou, à Gao, à Kidal, que Ataï dise aux camarades de la SEMA que eux aussi ils ont le droit de se prononcer sur comment ils veulent que leur région soit appelée. Que Ataï dise à nos camarades, à ses camarades de la SEMA, ce que le gouvernement et le peuple malien attendent d'eux, c'est aller vite à la paraphe pour qu'enfin on se retrouve pour l'accord de paix. Et une fois l'accord signé, l'accord contient des éléments d'application qui seraient à la matière que le génie de l'homme malien et de l'ensemble de la communauté qui ont décidé de nous accompagner se mettront à l'œuvre pour parfaire l'accord dans son application. Un accord n'a jamais été la solution à une paix, mais c'est les différentes mesures qui doivent l'accompagner jusqu'à aboutissement. Un accord, ça trace les balises et la paix est toujours un instrument qu'on pourchasse jusqu'à la fin de nos jours. Comme un proverbe bambara le dit, faut qu'il n'y ait pas, tout homme meurt avec plein de projets dans le ventre. Et dans l'application du projet, faisons appel à notre génie pour que les mesures d'accompagnement incompressibles et indispensables se trouvant entre les différents articles de l'accord et profite du génie malien, que ce soit le malien de Tamashek, le malien Bambara, Peul, Bozo, où qu'on se trouve, et quelle que soit l'ethnie, quelle que soit notre croyance, et c'est seulement dans ces conditions, et c'est ce qu'on attend, et je demande aux camarades Ataïr, je crois à sa capacité de communication, surtout de diplomate, parce que dans les discussions, il reconnaît, mais il ne veut pas aussi déranger souvent certains maîtres qui sont dans d'autres dynamiques, qui ont d'autres agendas pour ce Mali-là, qui ont profité justement de nos contradictions, alors, qui ont souvent eu des réponses. Touré dans un débat et Ataï au téléphone, c'est très difficile de maîtriser le temps. Je vais passer la parole à Sidi. Merci beaucoup Boubacar. Sidi El Mehdi à Galbaka, vous êtes de la plateforme. Aujourd'hui, si cet accord n'est pas signé le 15 avril prochain, que comptiez-vous faire? Je vous remercie pour la question et il faudrait que tout le monde comprenne, la CMA, la communauté internationale, le gouvernement malien. Moi, je suis né et grandi à Kidal. Je suis de Kidal et je ne pourrais pas être bloqué de ma ville, de ma famille, de mes parents éternellement. Alors, que demandez-vous à la médiation? D'assumer sa part de responsabilité parce qu'il y a tous les moyens aujourd'hui pour faire signer cette paix. Et c'est que la CMA doit comprendre que nous ne pouvons pas rester éternellement dans des régions d'autrui. Nous allons tôt ou tard aller chez nous. Mais le mieux, c'est d'aller sans violence, c'est d'aller main dans la main et construire le développement de notre pays. Mais ce qui est sûr et certain, à défaut des gens, on appelle Paul. C'est aussi simple que ça.
On ne peut pas passer toute notre vie ailleurs. C'est vrai qu'on se sent à l'aise à Gao, c'est une région de notre pays. Mais notre région, c'est Kidal et nous allons, en cas de besoin, utiliser tous les moyens pour y avoir accès. Une pause et nous nous retrouvons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web où sont stockées toutes nos productions depuis la création donc de Studio Tamani. Alors Ataï, cette troisième partie évoque le comment de parvenir aujourd'hui au paraphe de ce préaccord de paix. Une signature définitive sera réalisée ici à Bamako. Si on considère, si après ce constat de blocage, est-ce qu'on donne aujourd'hui une chance à la signature d'un accord définitif à Bamako? Moi, je pense d'abord qu'il faut utiliser le terme blocage parce qu'il n'y a pas lieu de parler de blocage. Il n'y a pas une partie qui est sortie ou qui dit qu'elle ne signe rien ou qu'elle n'est pas pour la paix. Je pense que ceci est assez clair. Ensuite, mon frère de la mouvance présidentielle, dans ses propos, a bien dit que la paix, c'est oui, il n'y a pas que l'accord qui le fait. Et cette construction, elle va d'abord de la volonté des partis, dans leur façon de parler, dans leur discours apaisant, dans leur volonté vraiment responsable de construire la confiance entre les gens qui peuvent aujourd'hui changer la donne dans toute cette région-là. C'est cela qui construit la paix. Mais lorsque, par exemple, on a les ministres maliens, que je respecte personnellement, M. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, qui va à New York ou au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, pour aller tenir des discours comme quoi il y a des extrémistes auxquels il faut faire face, puis que la CMA est extrémiste. Vous voyez, ce sont des discours quelque part qui, nous pensons, ne peuvent pas résoudre la solution. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est dans l'Azawad. Le monde entier est présent à travers ses observateurs, à travers ce haut gradé militaire des renseignements. Ils savent qui est qui fait quoi, qui travaille quoi. Et je pense que ça ne servira à rien pendant que l'on discute, pendant que l'on échange, pendant qu'on est supposé un jour sortir toute cette population, sans distinction aucune, qu'elle soit du Mali, de l'Azawad ou d'ailleurs, dans ces blocages, dans ces problèmes-là. Il ne faut pas que parfois l'on passe sur des détails inutiles. Ce sera la vraie solution d'abord. Ensuite viendra la bonne méthode. Il faut qu'un accord sorte d'abord du consensus des partis et que ce ne soit pas un document posé sur table et qui devienne une imposition. Ensuite, qu'il y ait des éclaircissements sur la méthode. Il faut qu'il y ait un cadre de dialogue qui précise en détail où sont les lignes rouges, qu'est-ce qu'on doit discuter, tel volet. C'est vrai que ça a été dit, mais il y a aussi la vraie méthode. Et ça, les experts qui accompagnent la médiation les savent. Et ils savent les faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, Ataï, vous avez parlé de compromis. Quel compromis attendez-vous de la part de Bamako? Je pense qu'aujourd'hui, Bamako est conscient du fait qu'il ne faut pas résumer ce conflit à une question de terrorisme ou une question de climat, de méfiance entre les partis. Il faut les prendre dans son vrai contexte. Il faut les prendre dans son historique. Il faut les prendre dans ses échecs antérieurs. Donc, ici, le compromis doit être courageux. Le compromis doit être de sorte qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on est appelé à trouver un système de gouvernance vraiment adapté, sur lequel on se met d'accord pour vraiment bâtir ce que nous voulons faire. Ceci respectera l'unité nationale, ça respectera l'intégrité du Mali, ça respectera la formalité de l'État, parce que nous sommes aussi victimes de l'extrémisme au jour le jour, et tous ceux qui suivent de près cette situation le savent très bien. Nous avions des gens qui ont subi des injustices graves en termes de violations, et ça continue encore sur des zones contre les partis de milices. Ce sont des faits, je ne les invente pas. Le dernier rapport de l'observateur spécial de Ban Ki-moon l'a dit. Alors, le dernier rapport incrimine l'ensemble des partis. Il y a une partie que l'on attribue au MNLA, une partie qu'on attribue aux forces armées maliennes. Alors, merci beaucoup Ataï, mais restez avec nous, ce n'est pas la fin de cette émission. Boubacar Touré, aujourd'hui, on pose cette question, comment parvenir aujourd'hui à un accord de paix définitif, si on se réfère au blocage, à la lenteur du paraphe de la CEMA? Pour arriver à un accord, comme vous venez de l'annoncer, c'est aussi intéressant qu'Ataï, qui est sur le plateau aujourd'hui, mais lui par téléphone avec nous, quand il parle du Mali et de l'Azawad, de cette juxtaposition
ne contribue pas à la création de la confiance. On ne peut pas reconnaître la République du Mali et parler de certaines régions, même si c'est cela qu'ils veulent, qu'on ne respecte pas également la volonté des habitants de ces régions-là, pour que leur région s'appelle Gao, Kidal, Tombouctou. Mais ce n'est pas au cours d'une rébellion qui a été un peu le cheval de Troie pour l'arrivée de terrorisme qu'on a connu, que même les camarades à taille sont souvent victimes, comme il le disait. Mais j'invite le camarade et toute la SEMA à d'abord considérer l'intégrité territoriale. Ça, c'est une ligne rouge infranchissable. On ne peut pas parler des 3 régions du Mali en opposant le Mali, toutes les autres régions et ces 3 régions comme Azawad. C'est déjà là où Ataï me dit que même pour avoir un discours qui est pour créer la confiance entre les Maliens fâchés et les autres Maliens, mais j'ai dit que non. Ataï doit se dire qu'il souhaite appeler les régions telles, mais les habitants de ces régions ont également des droits. Et rien qu'un référendum, il comprendra que Gao ne s'appellera pas comme lui veut, que Tombouctou ne s'appellera pas comme, et peut-être même Kidal ne s'appellera pas comme, parce que l'adresse des Iforas, dans le subconscient, qualifierait une région comme Kidal, l'adresse des Iforas, que plutôt Azawad. Azawad, c'est une bande de terre plus proche de Tombouctou. Mieux. Parler aujourd'hui de l'attitude du ministre des Affaires étrangères malien. Il est dans ses éléments. Il est dans ses éléments. On a travaillé pendant 8 mois pour arriver à cet accord paraphé. Il y a une partie des Maliens qui ne veulent pas paraffer et qui veulent revenir sur des points justement qui entachent l'intégrité territoriale, justement qui portent atteinte à la souveraineté. Lui, dans son discours, tout de suite, il est en train de porter atteinte à la souveraineté du Mali en opposant une partie du Mali comme un État, une nation, en opposition au reste du Mali. C'est une atteinte à la souveraineté. Donc le ministre des Affaires étrangères est dans ses droits pour défendre l'intégrité territoriale, les lignes tracées par le président de la République, les lignes retenues dans toutes les résolutions des Nations Unies, dans tous les accords signés avant, des accords et des traités qui nous ont conduits à un tel débat pendant 8 mois. Si 8 mois encore, il y a des Maliens qui pensent que les 3 régions du Mali peuvent avoir une appellation imposée au bout de la Kalachnikov, mais ça veut dire que Ataï et ses camarades ne sont pas disposés. Et le ministre des Affaires étrangères au niveau des Nations Unies n'a pas tenu autre discours. Quand l'ensemble de la communauté accompagnant la République du Mali, le peuple malien dans la recherche de la solution à la crise qui ne fait que retarder le développement qui doit être la guerre, le combat de tous les Maliens de Kidal à Diboli dans la région de Kaï, qu'on est en train de nous prendre en otage dans cette discussion-là. Le ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies ne fait que suivre un processus, un schéma. D'accord. Alors, Sidi El Mehdi Al-Baka, membre de la plateforme, les conséquences, on les a vues. Comment parvenir aujourd'hui à la signature d'un accord? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous estimez que la médiation peut et doit revenir sur le préaccord comme souhaité par la coordination? On ne doit même pas se permettre de penser à revenir sur l'accord. Du moment où il a été déjà paraphé par la République du Mali, le gouvernement du Mali, la plateforme et même la communauté internationale. Et surtout quand on connaît l'autre côté, quand on connaît la CMA, je rassure mon frère parce que s'il pense que même après la paix, il y aura l'impunité, eh bien non, nous avons des choses à nous dire. Et quelque part, lui, il sait mieux que moi, il y a des éléments qui constituent la CMA qui doivent passer devant la Cour internationale. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Mais moi, je pense que la communauté internationale, si elle arrête de caresser la CMA, elle a tous les atouts de faire signer la paix. Et le ministre des Affaires étrangères l'a dit.
c'est pas seulement le sud du Mali qui souffre, le nord. Et aujourd'hui, on doit aller à cette paix, quel que soit le prix. Maintenant, alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Vous avez 1 minute pour conclure, Sidi. Ben juste, moi, je dirais juste à la CEMA d'être encore responsable, ne serait-ce que pour une fois. Depuis sa création, et voir les choses au clair et accepter de donner une chance d'apport à ces combattants, une chance à ces femmes et à ces enfants qui souffrent au nord du Mali. Cette paix, nous n'avons pas le choix. Nous devrions tous nous donner la main pour aller vers la paix. Maintenant, la MINUSMA qui essaye de faire un jeu de neutralité, moi je ne sais pas comment je vais l'appeler, aujourd'hui, elle a aussi son rôle à jouer pour faire signer cet accord. On nous a parlé d'autres pays qui doivent venir. Tout ça, c'est pas intéressant. Le travail est fait. La CEMA doit être responsable, doit signer et nous devons avancer. Sidi, merci beaucoup. Alors, Ataï, vous avez 1 minute pour conclure. D'abord, je regrette que votre débat ne soit pas équilibré parce que de toute façon, j'ai l'impression que quand je ne suis pas sur la table, je ne peux pas avoir la parole quand je vais. Mais ensuite, on modifie ce que vous avez 1 minute à taille, vous avez eu suffisamment de temps au même titre que les autres. J'imaginais que le débat consistait à parler du problème, pas d'entrer dans... Vous avez 1 minute à taille. J'ai terminé 1 minute, je vous donne les 50 secondes, merci beaucoup. Merci beaucoup Bataille pour la participation à cette émission. Alors Boubacar Touré, un dernier mot avant de conclure cette émission. Le dernier mot, c'est un appel à l'ensemble du peuple malien. Même des fils du Mali qui ont pris à un moment donné les armes contre leur pays, que les armes n'ont jamais été la solution à un problème de développement. Que dans tous les cas, cet accord est une chance. Cet accord paraphé par le gouvernement ne fait pas l'unanimité du peuple malien, mais le Mali étant au-dessus de tout, les gens sont prêts à accepter cet accord pour justement qu'on pose définitivement les voies, les pistes, avec les ajustements législatifs, réglementaires, appropriés pour la mise en œuvre afin qu'on arrive à une paix durable. Que les camarades de la CEMA maliens, une fois leur engagement pour cet accord, les masques tomberont. Le nord du Mali étant un enjeu, il y a beaucoup d'intentions et d'agendas tapis derrière justement, et souvent des frères maliens utilisés, qu'ils viennent à l'accord qui va ouvrir la voie à la paix définitive, débouchant sur le développement économique, social et culturel de l'ensemble du Mali. Merci beaucoup Boubacar Touré. Toutes nos excuses pour les partis qui ne comprennent pas. Donc la philosophie de cette émission, tout le monde a le même temps de parole et encore une fois, c'est ici uniquement que ce dialogue, ce genre de dialogue se passe ici au Studio Tamani. Merci encore une fois aux différentes parties pour votre disponibilité et votre participation à cette émission. Une émission qui réfléchissait aujourd'hui sur le préaccord de paix, le paraphe donc de la coordination des mouvements armés de l'Azawad qui se fait toujours attendre. La médiation l'a annoncé pour le 15 avril prochain, mais rien n'est sûr pour le moment car la CEMA dit être disposée, mais la volonté se fait toujours attendre. Alors nous étions avec 3 invités, Boubacar Touré du RPM, Ataï Ag Mohamed, membre de la coordination, et Sidi El Mehdi Ag Albaka, membre de la plateforme. Je suis Famoussa Sidibé, les 3 autres membres de l'équipe, Ousmane Diadje Touré, Nouhoum Diré et Mamadou Ouattara. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue.